Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Forceurs de rêve. Il n'y aura pas de jingle pour cette première édition. On l'a fait naturel avec les moyens du bord. On s'est quand même bien débrouillé pour vous livrer quelque chose de qualitatif, je pense, avec Greg et tous ceux qui nous ont aidés à le faire. Je voulais vous toucher un petit mot pour ce premier épisode. Cette série de podcasts, elle me tient hyper à cœur parce que j'espère simplement qu'elle donnera l'envie aux personnes qui regarderont en tout cas ces épisodes d'entreprendre, d'essayer des choses, de pas avoir peur de se tromper, de pas avoir peur de l'échec, d'avoir juste peur de vivre des beaux souvenirs. C'est tout ce qui peut nous arriver de plus difficile, j'ai envie de dire, derrière l'entrepreneuriat et derrière la prise de risque ou le suivi d'instinct, vous appellerez ça comme vous voulez. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou nous laisser un petit commentaire. Posez vos questions à Greg. Prenez contact avec lui aussi si vous voulez. Ça lui fera plaisir. Son Instagram, c'est agridnfr. N'hésitez pas à aller checker toutes les photos des concerts, etc. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain épisode le mois prochain. Bon visionnage et à la revoyure. Ciao. J'ai le plaisir d'accueillir du coup Grégory Détez de la Drève. Il se fera un plaisir d'expliquer d'où vient le de la Drève, alias Tonton, alias Grégouze, vous l'appelez comme vous voulez pour les plus intimes. Mais en tout cas, je suis hyper content de vous présenter parce que c'est quelqu'un qui est très cher pour moi et qui représente vraiment bien, le début du podcast et ce que j'ai envie de retransmettre. Donc bienvenue à vous. Je vais le laisser se présenter tout doucement. L'idée, Greg, déjà merci d'avoir accepté parce que je sais que c'est parfois un exercice qui est pas facile. Puis tu sais comment je suis. En plus, j'aime bien aller en profondeur. Donc merci de jouer le jeu. Tout d'abord, merci à toi de m'avoir invité. Donc moi, c'est Greg, Grégory Détez de la Drève, comme tu l'as dit. On peut expliquer le de la Drève tout de suite, comme ça c'est fait. Oui, si tu veux, c'est une particule de noblesse. Mes ancêtres avaient vendu des terres à Louis XVI. Okay. Et, en Espagne, du coup, des ancêtres espagnols. Et du coup, on a été anoblis par cette même personne. Et donc, il nous avait offert un château. Et sur ce château, il y avait une énorme drève. Donc une drève qui est une allée d'arbres pour accéder au château. Du coup, ça s'est transformé en de la Drève. Qui est devenu un nom de famille à particules, oui, du coup, puisque vous êtes d'accord. Okay. Donc voilà, pour tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent aussi, le de la Drève, pour la petite histoire. Et donc si on revient un petit peu à l'enfance de déjà, Grégory. Je vais dire mon âge, vas-y, je vais l'assumer. J'ai 35 ans, voilà, je viens d'avoir 35 ans. C'est vrai, on l'a chuté il y a pas exactement, le 26 décembre. Et du coup, moi je suis né dans le nord de la France, Villeneuve, Villeneuve d'Ascq. Okay. J'ai vécu pendant 11 ans de ma vie à Tourcoing. J'ai fait toute mon enfance là-bas, dans les écoles qu'il y avait aux alentours, donc en plein avenue du Brimpin, vraiment le truc, centre-ville de Tourcoing, okay. Maison briques rouges, poêle à charbon, okay. vraiment tout ce qui est moquette sur les murs, le truc vraiment c'était j'ai vécu une enfance avec mes parents, il y avait j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Donc 4, ok. Les 4, c'est ça. Et après, en fait, mon père, lui, travaillait sur Bézieux, du coup. Et il y a eu une opportunité d'avoir une nouvelle maison. Du coup, en fait, on a déménagé. Donc, à mes 12 ans, c'était 2001, quoi, 12-13 ans. Et j'ai déménagé sur Bézieux. Et du coup, là, j'ai fait mon adolescence. On habitait dans un lotissement, voilà, donc tu rencontres les potos, tu te construis un peu ta vie avec les gars avec qui tu rencontres. Tu vois, tu vas au collège, tu prends le bus tout seul, c'est plus ta mère qui te conduit. Enfin, tu vois, tu fais des nouvelles choses, même si je m'en souviendrai toute ma vie que la première année de 6e, ma mère m'avait conduit, la deuxième, en 5e, du coup, j'avais dit, du coup, je voulais que ma mère me dépose.
Et en fait, le jour de la rentrée, elle m'a déposé, du coup. Et le jour de la rentrée, on a remarqué qu'en fait, c'est la seule maman qui déposait son enfant. Elle est venue avec moi et tout. Ok. Et du coup, je me suis retrouvé un peu con. Et après, j'ai dit, bon, bah, en fait, je crois que la quatrième, tu vas pas me déposer. Hein. C'est marrant parce que quand on voit le bonhomme extérieur que t'es maintenant, c'est marrant de penser que t'étais le Ah seul ouais, à non. demander à ce que maman Ouais, vienne ouais, étant ouais. tout petit, tu vois. Bah, j'ai en vrai de vrai, enfin, en tout cas, mon enfance, j'ai été un peu couvé Ok. par ma mère. Ouais. Et j'étais vraiment enfin, j'étais le petit prince. Et du coup, moi, j'avais besoin de de ces Cette attention, tu vois, comme ça. Ok. En fait, j'ai été éduqué comme ça. Du coup, bah, en fait, je me suis habitué à ça et j'avais ce besoin d'être avec ma mère, en fait. Ok, parce que du coup, le contexte familial entre 4 enfants, le papa, la maman, etc., ça se passe comment? C'est plutôt sain à la maison? Le papa travaille beaucoup, la maman un peu moins. Comment ça se passe? Ah oui, bah, c'est sûr qu'en fait, dès que ma mère m'a eu, Toi, t'es le premier, en ouais, fait. je suis le premier, c'est Ok. ça. Je suis le premier. Dès que ma mère m'a eu, du coup, elle s'est mise en arrêt, enfin, en congé mat, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, après, ça a enchaîné, entre guillemets, parce que moi, je suis né dans 1988. Après, il y a eu mon frère en 90. Après, il y a eu 94, 96, mon Ok. frère et ma sœur. Du coup, en fait, oui, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants. C'était une femme au foyer, quoi. Ouais, c'était une femme au foyer. Ok, clairement. Et mon père, lui, qui charbonnait, quoi. Et ça, toi, ton père, il travaillait dans quoi? Alors lui, à l'époque, il était cariste, en fait, il travaillait dans les usines pour création, tout ce qui est sol, moquette, pour Saint-Maclou, tout ça. Ok. C'est une usine à Bézieux qui s'appelle Sommer, en fait. D'accord. Ok. Et donc, beaucoup d'ailleurs hein, de nos parents, hein, des gens qu'on peut connaître ici, ont connu l'usine, hein. l'usine parce que bah on est une terre d'usine. Donc du coup, toi, tu grandis dans un contexte comme ça où finalement c'est plutôt un schéma entre guillemets un peu classique qui arrive dans beaucoup de familles, hein, mère au foyer, le papa qui travaille à l'usine, surtout dans, comme on le disait dans nos régions. Toi, comment tu te vois plus tard quand t'es à ce moment-là? T'es à quel âge après? Bah, à ces moments-là, 15 ans. Ouais, non, mais en fait, enfin, déjà, ouais, en fait, je me voyais même pas spécialement. J'avais pas de vision sur ce que je voulais faire, Ok. vu que je me souviens, j'étais passionné par déjà dès mes 8 ans. J'ai eu ma première console, donc je jouais en fait. J'étais passionné par les jeux vidéo à ce moment-là déjà, tu vois. Ok. Donc j'ai beaucoup joué et en fait avec mes potos, ben on jouait en fait. On venait à la maison, ça faisait des après-midi ou des soirées autour de la console. Et après le week-end, s'il faisait beau, ben ça allait faire des foot au City. Mais j'ai jamais pensé à ce que je voudrais faire. Ok. J'ai suivi un schéma classique de collège. Et après, on me dit qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai une bonne moyenne. J'étais en classe européenne, ça se passait bien. J'ai dit bon, ben, je vais faire un bac scientifique et on verra. Ok. Ouais, donc c'est là où ma question allait en venir. Donc du coup, tu sors du collège, t'arrives au lycée, tu fais ton bac S parce que t'étais plutôt bon dans la matière un peu. Je fais mon bac S. Je commence le bac S. Okay. En tout cas, je fais ma seconde. En fait, on arrive sur bon, la seconde se passe où j'ai une moyenne classique. Hein. J'étais pas un super élève, mais j'étais un élève voilà en moyenne. Du coup, j'arrive en première. Là, l'année du bac français. Et en fait, je suis tombé sur mes 2 années du coup parce que j'ai redoublé ma première. Et en fait, les 2 années, ça a été pendant le moment où ça a été la loi CPE et la loi Fillon. Ok. Du coup, en fait, la première année où je suis rentré au blocus total, enfin, j'étais dans le mouvement en fait pour défendre ça. Et du coup, ben, j'ai pas été à mon épreuve de bac français. Okay. Du coup, après, j'ai arrêté. Enfin, j'ai dû redoubler forcément, c'était pas possible. Et en fait, la deuxième année. Bah, du coup, il y a eu je sais plus si c'est CPE Fillon ou Fillon CPE, mais il y a eu le même schéma qui s'est passé. Et là, au final, j'étais plus du tout, enfin, en tout cas, j'ai eu une vraie rupture avec le système scolaire. Surtout qu'en plus, j'avais un professeur qui était très, enfin, un prof de français qui avait, je me souviendrai tout le temps, il avait frappé un élève et tout devant moi pendant un blocage. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une rupture
Le système qu'on t'a une vendu. rupture avec l'éducation nationale, gros. J'ai vu ça. Et en fait, même, j'étais pas dans un lycée de fou et tout, même s'il y avait c'était une filière générale, mais j'étais pas dans un lycée de fou. Et du coup, j'ai dit, je suis allé de moi-même, en fait, à la CPE. Ok. Et j'ai dit, écoutez, je viens vous voir, je vais vous prévenir parce que c'est la moindre des choses, mais, ben, je voudrais arrêter, en fait. T'avais quel âge, du coup, à ce moment-là? 17, 18 ans? J'allais avoir 18, ouais. Ouais, seconde, ouais, c'est ça. J'allais avoir C'est la 18. deuxième seconde, du coup, La deuxième première. Deuxième première, ouais. Tu passes ta seconde, donc tu doubles ta seconde. Non, je fais la seconde, je passe la première, je double ma première. Et là, la deuxième première. Troisième année, ouais. Ça, et du coup, voilà, c'était pas, il y avait rien qui m'intéressait, donc en fait, elle me dit, bah, attendez, forcément, ça l'a choqué. En fait, là, je me rends compte, elle m'a pas spécialement aidé à ce moment-là. Elle a pas essayé de peut-être prendre rendez-vous, se dire, ben, rentre chez toi, réfléchis, on se revoit, on voit ce qu'on peut faire pour ton avenir, peut-être changer de filiale et tout. En fait, ça a été, bah, il faut faire une lettre de démission à l'éducation nationale. Ok. Bah, je suis rentré chez moi, gros. J'ai dit à mes parents, j'ai fait ma lettre le jour J. Et mon père, il m'a dit, par contre, je te le dis tout de suite, t'arrêtes l'école, ok, mais par contre, tu travailles, quoi. Tu travailles. Ok, donc en gros, là, si je récapitule rapide, il y a un élément un peu, un environnement un peu blocus, machin. Il y a cet événement où le mec a une réaction avec un élève où tu perds confiance au monde qu'on t'avait proposé, au monde scolaire. Tu vas voir cette CPE, tu dis je vais arrêter, elle te dit ok, donne-moi ta DEM. En gros, grosso merdo, elle te propose rien d'autre. Ouais, non. Elle te dit pas peut-être qu'il y a des filières un peu artisanales, rien du tout. Non. Toi, du coup, 17, 18, tu rentres à la maison, tu dis ça à tes parents. Et là, le deal, c'est OK, mais tu vas bosser. Ouais. OK. Donc là, à 18 ans, sans vraiment savoir ce que tu allais faire, sans avoir choisi finalement ton parcours, puisque depuis, tu étais resté dans quelque chose de très général, tu te dis toi-même. Ouais, bah oui. Donc là, t'as 18 ans, tu te dis juste, OK, faut que je me démerde, faut que je trouve un taf. Ouais. Et il se passe quoi derrière, du coup? Bah, en fait, c'est le meilleur ami de mes parents qui était enfin mes parents étaient pas dispo et genre c'est même pas une semaine après hein. Okay. Et en fait il vient me chercher, il me dit je t'emmène à Adéco. Chez Adéco. Okay. Il me dit je t'emmène chez Adéco. Et je me dis bon OK, tout. Je dis c'est quoi? Il dit c'est de l'intérim. Et je lui dis vas-y et du coup on va chez Adéco, tu vois. Et donc je lui explique, je lui dis bah ouais, moi je viens m'inscrire, j'ai envie de travailler, j'ai arrêté l'école il y a une semaine, j'ai envie de travailler. Et elle aussi, elle était choquée en fait, elle me dit comment ça? J'ai dit ouais non mais moi là j'ai dit à mes parents qu'en fait j'aurais pu retourner au lycée, par contre je vais travailler. Donc en fait, bah j'ai dit, elle me dit vous voulez faire quoi? J'ai dit ben tout. Et donc les premiers jobs que tu fais c'est quoi? C'est sûr, on en a tous fait déjà, c'est des pas mères là-dedans. Il y en a plusieurs qui me marquent parce que le premier, c'est le tout premier, ça a été en fait, on me dit bah tu vas aller passer la journée dans une entreprise faire un inventaire. OK. Et moi un inventaire de nuit hein. Genre ouais. Oui, et je connais pas, tu vois. Je me dis ouais, OK. Et du coup genre je me renseigne et tout, OK, un inventaire en fait, c'est juste faire un état des stocks présents en surface de vente en stock, du coup, dans stock, et comparer avec ce qui a été acheté, ce qui a été vendu, et ça fait un bilan chiffré de, ok, bon, vas-y. Et en fait, je me retrouve dans un truc où c'était une petite société qui faisait comme des menuisiers, tu vois. Et du coup, je me retrouve à compter leur stock de vis. OK. Et en fait, ils ont des boîtes avec genre, il y a 100 vis dedans. Ah, il fallait vérifier que les 100 vis soient là, quoi. Wow. Du coup, je me suis retrouvé à compter vis par vis, mais genre littéralement séparé, cruciforme plat. Et gros, je te jure, ça m'a choqué ce truc. Et j'ai fait ça toute la nuit, gros. J'ai fait ça toute la nuit. Et en fait, bah forcément, j'ai pas réussi à finir. Du coup, ils m'ont rappelé le lendemain, je vais refaire. Après, j'ai fait de la découpe de gomme, de pneus de voiture.
Ok. pour une entreprise qui s'appelle Mustang à William. Mhm. En fait, ils font des pneus de voiture pour Michelin et j'avais les patrons, il faut découper la gomme. Du Ok. coup, je découpais la gomme au cutter industriel. Ça m'a coûté un doigt. En fait, je me suis Ah ouais. en fait, premier jour, ouais, deuxième jour, je vais de plus en plus vite et tout. Troisième jour, je me coupe le pouce en plein milieu comme ça. Ok, super. Laisse tomber, j'ai travaillé de nuit pour faire des décorations de Noël ou là pour le coup c'était thème dinosaure, mais dans les centres commerciaux, tu vois, Mhm. poser les décorations avec les faux dinosaures. Donc tu réussissais quand même. Ça dure combien de temps cette période où tu t'enchaînes les boulots avec la déco comme ça? Ça dure un peu plus de 6 mois en vrai. Ok, donc t'as à peine 19 ans, quoi. Ouais, ça, Ok. c'était c'est ça, à peine. Donc, c'était 6 mois, un an, je sais plus exactement, quoi. Mais vraiment plein de missions. Ok. Mais du coup, en fait, ce qui se passe ensuite, c'est qu'après avoir travaillé, là, je comprends ce que c'est que l'intérim. Ouais. Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Mhm. C'est la stabilité. Bien Donc, sûr. je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, en fait, je suis passé par la case Pôle emploi, mais on me dit que je suis trop jeune, donc il faut que je passe par la mission locale. Ok. Et en fait, la mission locale, je rencontre une dame incroyable, et c'est elle, en fait, qui va me guider, en fait. Et c'est non, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Donc c'est elle qui m'a dit, il y a ça, en fait, passez par là. Et à ce moment-là, c'était une formation dans la vente. Et c'est elle qui me dit, faut inscrivez-vous. Voilà, la formation dure 1 an. À la clé, il y a un titre professionnel qui est, comment on dit ça, le titre professionnel qui est, en gros, c'est pas l'éducation nationale qui le reconnaît, mais c'est le ministère chargé de l'emploi. Ok. Donc en fait, ça équivaut, ce titre professionnel équivalait à un BTS MUM. D'accord. Management des unités marchand. Ok. Et là, c'était un MUC, du coup, Commercial. Ok. Et du coup, je me dis, en fait, c'est pas comme des études parce que comment c'était fait, c'est que j'avais 1 semaine de stage par mois, 3 semaines en formation, et c'était en accéléré. Plutôt que ce soit en 2 ans, c'était en 1 an. Ok. Et après, j'avais 3 grosses périodes de 1 mois de stage. Donc, je me dis, je vais travailler, en même temps, je vais être avec des personnes, je vais apprendre des choses. Et donc, moi, je me suis dit, ok, c'est payé, je sors avec un diplôme, donc, je lui fais confiance à cette dame. Et je m'inscris. Parce que ce qui est intéressant un peu dans l'histoire, c'est ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, elle, c'est ce qu'elle a pas fait ta CPE. Ta CPE de l'époque, en fait. Oui. C'est ce qu'elle aurait pu faire. Oui, bien sûr. Qu'elle a pas fait. Oui. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, quand même. Parce que toi, en allant sur le marché du travail, tu te rends quand même compte que de retourner apprendre quelque chose, ça t'évitera d'être dans cette instabilité à déco toute ta vie. Et oui, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un bagage minimum. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses à ce moment-là, mais dans le monde du travail, il fallait le bagage minimum en termes d'études pour pouvoir faire un pas. Mais en même temps, je me disais, c'est pas vrai, il y a pas besoin. On peut travailler sans. Oui, ça existe aussi. Mais du coup, en fait, moi, celle-là, à ce moment-là, j'ai capté que c'était pour se spécialiser. Okay. C'était de se dire, en fait, on va t'apprendre des choses que sur ça. Okay. Et tu vas pas faire 40 000 trucs à l'école, tu vois. Là, du commercial, quoi. Pur. Okay. Et du coup, j'ai fait ça. Et il fallait trouver un stage. Et donc là, mon premier pas professionnel, mon second dans ma vie, mais mon vrai pas, c'est je trouve un stage chez H&M. Ok. Je suis en tant que vendeur là-bas, stagiaire vendeur, et j'y reste pendant 8 mois. En fait, pendant 8 mois, je finis mon stage, je vais toutes les semaines, toutes les 3 semaines, pardon, je fais mes 2 grosses périodes, et à la fin, donc je passe mon diplôme, j'obtiens ce diplôme, okay. Et en même temps, on me fait une proposition d'embauche en CDI 25 heures. Chez H&M, là où tu as fait ton stage. Oui. Ok.
Et du coup, ben, moi, je dis ouais direct, en fait. Ouais. Parce que, Oui, il y a une certaine continuité bah oui, qui est en fait, pas logique. j'ai été formé au commerce pur. En plus, enfin, dans les études, c'était plus grande distrib. Et là, en fait, c'était magasin spécialisé. Donc, il y avait des choses qui se ressemblaient, mais c'était pas vraiment on va dire les basiques du commerce, c'était la même chose. Mais c'était au final sur le terrain, c'était pas vraiment la même chose. Okay. Mais en fait, j'avais accroché avec l'esprit de l'entreprise H&M et l'équipe du magasin. En fait, ils avaient une façon de travailler où tu changes de poste toutes les heures. Okay. En fait, tu fais pas tout le temps la même chose pendant 4 heures. Donc ça, c'était incroyable parce que sur une journée de 7 heures, forcément, tu te trouves à faire 1 heure, tu vas faire de la cabine, 1 heure de caisse, 1 heure, tu vas faire du rangement de vêtements, 1 heure, tu vas conseiller les clients. Vite, ouais. Du coup, c'est incroyable parce que tu fais plein de choses, t'es content, Okay. tu travailles même sur du merchandising, du visuel merchandising. Ok, donc là, oui, le premier contrat, en fait, tu rentres par un espèce de stage avec cette formation accélérée. Tu passes sur un 25 heures. Ils te disent, dès le départ, pratiquement, il faut comprendre qu'il y a des 35 heures qui vont à un moment donné être possibles. Oui. Donc toi, tu mises là-dessus un peu. Oui, tu te dis, ok, ça peut être une continuité qui m'intéresse et je vais aller chercher. Et moi, je la connais la suite et elle va être intéressante. Mais toi, à ce moment-là, tu te dis que tu as trouvé ton univers, que c'est quelque chose Est-ce que tu penses que, avec du recul, du coup, quand tu arrives chez H&M et que tu fais cette période que tu nous raconteras chez H&M, et que tu dis que quelques années avant, finalement 3-4 ans avant, tu réfléchis pas trop à ce que tu veux faire ou autre, est-ce que tu retrouves des similitudes entre ton adolescence que t'aimes bien et cette première vraie entrée finalement, là où tu t'engages, où t'as l'air d'être bien au moment où tu t'engages là-dedans, tu dis go, quoi. Ouais, bah, en fait, le seul trait que tu retrouveras là-dedans, c'est déjà, il n'y a pas de similitude sur le parcours que j'ai en termes général. C'est juste que je me suis laissé, j'ai fait confiance à un peu un instinct, tu vois. En fait, je me suis laissé emporter par ce qui venait à moi et ce que je jugeais à ce moment-là bénéfique pour moi, parce que forcément tu vois qu'en un an, tu passes tu quittes l'école à tu signes un CDI 25 heures. Enfin, en 1 an et demi, quoi, en gros. Donc, j'allais pas, tu vois, je continuais. En fait, c'est juste, je ressentais les choses et ça a toujours été comme ça, en fait. Quand il y avait des choses que j'appréciais, des choses que je kiffais même en étant enfant, je me laissais vivre, en fait, je me laissais porter, que ce soit, mais j'étais chez moi, mon pote il vient toquer, viens, on va faire ça, ok, let's go, on y va, ou, tu vois, ça, T'as été plutôt un suiveur, tu penses, qu'un leader? Ah oui, au début, oui, c'est même pas tant leader suiveur. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui se présentait à moi, une opportunité qui se présente à moi, impossible de la refuser. Je comprends. Parce que j'avais mis fin à quelque chose d'un parcours logique. Donc en fait, moi, il fallait absolument pourquoi arrêter quelque chose qui commence bien, en fait. C'est ça, tu vois. Non, mais c'est plus ça, en fait. Mais le fait de faire ce métier-là, qui soit dans la grande distrib, magasin spécialisé, tout ce que tu veux, où tu travailles dans un même endroit, avec une plus ou moins même équipe, etc., et que tu parles de ton adolescence, où finalement, ce qui était le plus important pour toi, c'était un peu ton endroit, ton équipe. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est un peu là-dedans que je la voyais, la similitude de dire, ok, tu vois, tu grandis dans une ville, t'es avec tes copains, vous jouez souvent à la play, vous faites un peu, il y a ce cocon, entre guillemets, c'est exactement ça. Où tu te poses pas de questions, mais tu l'as quand même, donc pourquoi tu te poses des questions? Parce que tu te sens bien aussi dans ce truc-là. C'est un peu ce que tu retrouves dans ce premier métier-là que tu fais, quoi, finalement. Ah oui, complètement. Okay. Le côté concon, c'est bien que tu le dises, parce que, en fait, mon enfant, j'étais bien chez moi. Ouais. Mon adolescent, j'étais bien dans mon quartier, entre guillemets, tu vois, dans ma zone avec les poteaux. Donc, à partir du moment où, et même encore maintenant, quand je me sens bien quelque part, tu ne me feras pas bouger de ce quelque part, en fait. Ouais. Et c'est surtout que tu resteras surtout pas là où tu te sens pas bien. Exactement. Dans le côté pro, perso. Si tu te sens plus à ta place, ça te dérangera pas de partir, quoi. Ok. Pour faire un peu rapidement sur H&M, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais en gros, pour H&M, ils te permettent, eux, une évolution en termes de
En fait, les perspectives de statut, on va dire, oui. où tu arrives à avoir tes heures, ton CDI, ton truc, et ça va un petit peu plus loin derrière. Tu peux nous raconter rapidement. En gros, en fait, les perspectives d'évolution interne dans l'entreprise H&M, tu peux aller très haut. Oui. Vraiment, Eux te proposent une évolution autre que en les fait, 35 heures. C'est même pas ils proposent. Une évolution En gros, ils compétence, proposent pas, ils t'informent. Ils te disent, voilà ce qui est possible chez H&M. Donc moi, en fait, dans ma tête, je me dis, ok, bon, en fait, je veux mon 35 heures dans un premier temps. Donc, je fais tout, donc par mon assiduité, l'efficacité que j'ai au taf, j'essaie de faire tout plus vite que les autres pour être plus disponible pour des collègues. Enfin, je fais tout à fond. Donc j'évolue. La perspective de mon 35 heures, je sais pas où je demande, enfin du coup pour avoir mon 35 heures, bon déjà je passe par la case 29, tu vois, 25, 29, 33, 35 heures. J'ai fait toutes les cases. Je suis juste pas passé par le contrat étudiant 12 heures, 8 et 12. Ton stage, quoi. Mais du coup mon stage j'avais mon 25 heures, mais je fais toutes les cases. Je coche toutes les cases et pendant une année je suis dans un magasin à Villeneuve d'Ascq où je suis à 35 heures et on m'a dit en fait la possibilité, on a une possibilité, enfin on te voit bien manager une équipe, etc. Enfin que ça te parle, nous on te voit bien et tout. Bon moi forcément j'aimais bien parce que quand il y avait des intérims, les intérimaires qui venaient, tu vois, genre j'aimais bien je travaillais avec eux, tu vois, voilà ma petite équipe et tout, tous ces trucs là, même les nouveaux collaborateurs, j'aimais bien. Ça faisait déjà presque 5 ans, 6 ans que j'étais dans la boîte déjà. Donc je connaissais pas mal de choses, des choses avaient bougé, donc j'étais dans ce truc et moi j'avais envie d'évoluer en tant que responsable de rayon et du coup on me dit dans le Nord c'est tendu. Enfin les à ce moment-là les postes c'était un peu compliqué ou c'était assez c'était compliqué en fait, c'était compliqué et on me dit il y a une possibilité, je me souviens, c'était je partais en vacances en fait dans la région de Savoie à Chambéry et en fait c'est ma cousine donc qui est du coin et elle me dit t'as vu ils vont ouvrir un H&M ici. On me dit incroyable et tout, ouverture de magasin, un truc il y avait juste le bâtiment, c'est des halles en fait de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était l'un des premiers bâtiments en France en béton armé. Donc en fait ils rénovaient ça mais ils avaient pas le droit de toucher au béton. Il est magnifique le bâtiment. Et en fait, moi je me dis ok let's go, je demande ma mutation en fait. Et donc je rentre de vacances, je demande ma mutation. En même temps j'apprends que ça va ouvrir, ça ouvre pour fin d'année. Donc en fait il faut vite que j'y sois. Et en fait août et en début octobre je suis là-bas. C'était dans 2011, octobre 2011. Et du coup je pars là-bas en 35 heures. Et le but de ce 35 heures là, c'est de te dire que tu vas pouvoir gérer une équipe là-bas. Tu pars. À ce moment-là, c'est de faire en 35 heures simple. Non, je pars en 35 heures simple. Parce que eux, quand ils te disent ici dans le Nord, c'est un peu bouché. Toi, t'entends l'opportunité de ce nouveau H&M qui ouvre du côté de Chambéry. Donc toi, tu dis ok, si c'est bouché ici, je vais là-bas. Ouais. Ok, ça part. Là. Non, mais c'est marrant parce que ça revient bien, tu vois, à ce que j'aimerais faire transparaître avec ce podcast, avec le titre Chasseur de rêve. C'est que là, t'es en train de chasser, en fait, ton truc. Oui. C'est que tu passes par l'étudiant, tu passes par le 25, 29, 33 pour arriver à ton 35. Là, t'as ton 35, on te dit, il y a moyen d'évoluer, mais ici, c'est un peu bouché. Boum, t'entends qu'à Chambéry, à 800 km de chez nous, boum, il y a une place, tu demandes ta mutation, sans promesse, en fait, finalement. C'est clairement, t'es en train de chasser ton rêve de stabilité, d'évolution, de tout ça. Ok, donc t'arrives à Chambéry, et en combien de temps il se passe, t'atteins ton but, entre guillemets? On va dire 1 an et demi. Un an et demi, t'es promu manager? 1 an et demi, en fait, où déjà tu fais l'ouverture, le temps d'installer, tout ça. Enfin, il se passe beaucoup de choses, l'équipe qui bouge aussi, parce que forcément,
t'embauches des collaborateurs du secteur qui sont pas forcément chez H&M, parce que le H&M de Chambé, le plus proche, c'était Annecy. Ok. T'avais quand même 40 minutes de route, c'est la montagne, et du coup, ben, tu pouvais pas forcément, tu sais, tu leur demandais pas de venir d'Annecy et d'aller à Chambéry. La vie fait que, tu vois, c'était pas possible de les changer, ils voulaient pas. Ok. Il fallait embaucher des nouvelles personnes, donc ils ont fait des appels à candidature. D'accord. Et ils ont fait aussi des appels à candidature en interne, ce que je savais pas, parce qu'en fait, c'était découpé par région. Donc, ils avaient demandé, en fait, à d'autres vendeurs du coin, etc., s'ils avaient envie, quoi. Bref, en 1 année et demie, et en fait, bah là, en fait, j'ai fait ce que j'ai fait pour 25, 33, je le fais, mais en mode, j'ai qu'une case, 35 to manager, mais en mode vraiment, je verrouille mes basiques de vendeur, je fais en sorte d'être le meilleur, j'apprends des nouvelles choses, on me confie des responsabilités, des fois, le manager pas sur le terrain, c'était moi. En fait, il me donnait la responsabilité du terrain. Okay. Donc, j'étais à ce moment-là manager intermittent, mais c'était en mode un petit jeu, quoi. Tiens, là aujourd'hui, c'est toi qui vas gérer le terrain pendant une journée. Donc, moi, j'étais là avec le talkie-walkie et tout, tu vois, en mode tu vois, et je kiffais, en fait. Gérer le terrain, ça, en fait, bon, c'est dispatcher un peu les gens. En fait, les gens ont un planning et toi, c'est d'adapter avec en fonction de, voilà. Oui, ok, s'il y a beaucoup de monde en caisse, mais que t'as quelqu'un qui est en conseil client, tu lui dis, regarde, soit en caisse 10 minutes, ok. C'est ça. Et c'était de les motiver, tu vois. Et du coup, j'allais bosser un peu partout, quoi. Tu vois, je faisais les entraîneurs de football américain avec le petit hockey sur le côté, en mode, les gars là, on a besoin de vous, Exactement. Et donc ça, on te le donne au début un peu. Oui, bah en fait, on voit qu'on peut te faire confiance. C'est ça, je fais mes preuves. Okay. Là, on me dit, let's go. Tu vas passer la formation de manager. Il y a une formation en interne, tu vois. D'accord. En fait, il y a vraiment un parcours, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, avant même de pouvoir choisir si tu vas pouvoir commencer cette formation ou pas, toi, t'es obligé de charbon jusque là pour que eux, dans le groupe, un peu plus supérieurs à toi, entre guillemets, hiérarchiquement parlant, te disent, ok, tu vas pouvoir la passer, quoi. Ouais, bah oui, il fallait que ça soit, en fait, c'est, en gros, la hiérarchie dans un magasin H&M, c'est que t'as le staff de vente, t'as un responsable de rayon, et t'as un directeur de magasin. Après un directeur de magasin, t'as le directeur régional. Okay. Tu vois. Et après le directeur régional, bah t'as le directeur région. C'est vraiment genre le directeur des directeurs régionaux. Et après t'as le directeur France. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça. Et bref, du coup ton directeur de magasin il te dit, lui, je le sens bien et tout, c'est un bon gars. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient dans d'autres magasins en test. D'accord. Du coup, je partais dans d'autres magasins. Okay. J'allais bosser, j'ai fait Grenoble, j'ai fait Lyon, où je partais en fait en aide, mais en aide manager, voir comment, avoir l'avis d'autres directeurs, tout ça, tu vois. D'accord. Et en fait, j'avais un beau profil pour eux. Donc, ils aimaient bien ma façon de manager, ma façon de voir, tu vois, de voir motiver les équipes, d'être, c'était vraiment, ils avaient accroché avec ma façon de manager une équipe, en fait. Et mes basiques de vente en général, ils étaient survalidés. Donc pour eux, c'était let's go. Et en fait, on me dit bah tu vas aller faire ta formation, la formation qui se passe à Paris du coup, au siège en plusieurs étapes, tu vois, où tu apprends vraiment en fait pareil, c'est une formation qui est propre au H&M hein. Au cursus H&M, ouais. Non, mais c'est là où finalement la porte que t'as ouvert la dame de la mission locale, t'imaginais pas forcément qu'elle t'amène jusque là, mais finalement cette petite porte avec le MUM, c'est ça? Oui. L'idée ouais, c'est qu'en fait cette petite porte que t'as réussi à enfoncer à ce moment-là, à tes 19 ans, elle t'amène presque 6 ans plus tard à continuer à te former, à prendre des responsabilités, etc. Ouais, c'est 2000, j'ai fait quoi? J'ai fait 2008, plus que 5-6 ans, ouais. Okay. On va dire 7-8. Ouais, c'est un bon. J'ai plus trop les dates, mais c'est 7-8. Ouais. C'est un vrai bon début de carrière, parce que, enfin, je sais pas s'il y a des bons ou des mauvais débuts, on s'en fout, mais, en tout cas, c'est un début qui dure.
Ouais, parce que t'as aussi beaucoup de gens qui se lâchent, tu vois, avant de trouver Ah oui, un oui, endroit où ils se sentent bien, oui. où ils peuvent évoluer, où ils ont confiance. Ils changent beaucoup. Nous, tu connais dans notre entourage, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont dans la même société, ils ont à peine 30 ans. Moi, j'ai jamais fait plus d'1 an et demi dans une société. Tu comprends? Parce que je trouvais pas mon pied à l'étrier, entre guillemets, je trouvais pas mon étrier, on va dire. Donc voilà, mais c'est important, et donc du coup, tu montes un petit peu là-dedans, et il y a un moment donné où il y a une cassure un petit peu, il se passe un truc qui fait que tu changes, ou pourquoi t'es plus là-bas, là, actuellement? Ouais, c'est très compliqué, j'ai eu des soucis, je travaillais dans un magasin, et j'ai eu des soucis avec un collaborateur qui était un syndicaliste, et qui, lui, je sais pas pourquoi, il m'appréciait pas du tout, et il s'est passé des choses très bizarres qui me sont tombées dessus, en fait. J'irai pas dans les détails, mais enfin bref, du coup, je me retrouve à être mis à pied, en fait. Et donc c'est à ce moment-là, c'est ciao. Ils réfléchissent pas, tu vois. C'est marrant l'impact des gens, tu vois, dans le parcours que tu nous donnes. Ouais. Parce que c'est bien, il va y avoir un mois en plus. Il y a la CPE qui te dirige pas, t'as la dame de la mission locale qui voilà, lui, bon, il te remet un down. Donc là, tu mets un stop à tout ça. Ah ouais, là, ouais. Et il se passe quoi? Donc là, tu restes pas sur Chambéry, il me semble que tu décides de revenir un peu plutôt dans le nord de la France. Ouais, c'est ça. En fait, après, avec ma compagne, du coup, à ce moment-là, on était là-bas, on avait de la famille là-bas, j'avais de la famille là-bas, et sa famille était ici, et du coup, j'avais pas d'attache professionnelle. Elle bossait quand même là-bas, mais du coup, on s'est dit, elle avait ce manque du nord et de sa famille, du coup, j'ai dit, let's go, on remonte. Ok. J'arrive ici, et ça doit être en période de décembre, quelque chose comme ça, et Pôle emploi, et là c'est qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je retourne, donc là j'avais un vrai bagage, du coup là j'arrive, j'ai été pendant 1 an et demi cadre dans une grande surface, j'ai fait sur 8 ans de temps, je me dis ok, let's go, j'ai une vraie opportunité avec un magasin qui s'appelle Tape à l'œil. Je peux être directeur de magasin. Pour les enfants, ça, du coup. Ouais. Parce que j'étais responsable de rayon fendu. J'ai une vraie opportunité, et mais vraiment pour être directeur. Et de base, c'était dans leur flagship, donc magasin vitrine, qui est à Ouascal. Et en fait, comme j'étais externe à leur société, ils préféraient mettre un directeur de magasin qui est interne à leur société. D'accord. Parce que comme c'est le flagship, t'as les actionnaires qui viennent, tu vois, quand il y a des nouvelles collections en avant-première, ils le mettent là, et du coup les actionnaires viennent visiter, etc. Donc ils préféraient mettre un directeur qui avait des années chez eux déjà. Et ils me proposent un magasin à Louvroil. Dans le 62. Ouais, je crois, vers Maubeuge. Et en fait, ce que j'avais fait avant, 800 km, là, faire 150 bornes, mais dans le nord de la France, c'était non. Impossible. Parce que j'avais fait 800 km retour pour revenir proche de la famille, etc. Je me voyais pas repartir, mais dans un coin qui m'attirait pas du tout. Et là, pour le coup, j'ai senti le truc en mode, je vais pas kiffer, c'est mort. Changement de décor. Alors que j'avais une vraie opportunité, c'est incroyable. Et tu passes des montagnes, au nord de la France. Et surtout que tu passes de chômeur, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux être directeur de magasin. Ouais, et donc ça, toi, là, à ce moment-là, tu prends un risque à refuser ça. Ah, mais là, frérot, c'est n'importe quoi. Mais t'étais ok avec ce risque. Ah ouais, non, mais là, parce que de toute façon, tu te voyais pas aller là-bas. Non. Donc c'était même pas un risque pour toi, c'était juste. Non, en fait, on sait pas, je sais pas ce que j'ai perdu, c'est pas ce que j'aurais pu gagner, Et tu regrettes pas aujourd'hui, non, pas du tout. Ouais. Non, en vrai, j'ai jamais regretté. T'as fait le choix que t'as fait à ce moment-là, il était avec tes valeurs, et du moment, c'était en adéquation avec ce choix-là. En fait, avec mes valeurs générales, on s'est dit, à partir du moment où je vais pas me sentir bien, ou, l'endroit où je dois être,
C'est l'endroit où je me sens bien. L'endroit où je reste, c'est l'endroit où je me sens bien. Et là, je savais déjà que d'être ça... là-bas, Non, pas... c'est impossible. Donc, pour le statut ou pour la sécurité de tout ce que tu veux ou pour Ouais, le ouais, statut de dire je suis... Non. On t'envoyait dans un endroit où t'avais pas envie d'aller, ouais. c'est mort. Ouais, Ok, complètement. ok. Ah, mais c'est fort. Bah, à ce moment-là, en vrai, tous mes choix ont été faits comme ça, tu vois. C'est fort. Et à ce moment-là, je me dis, bah, c'est tout, tu vois, genre, on va postuler hein, à autre chose. Et j'arrive, je tombe sur une annonce de fou où et je vois C'est 100% commission. non, même pas, mais je vois vendeur, commercial sédentaire, télémarketing et tout. Je me dis what the fuck, je connais pas du tout ce truc en fait. Je me dis je connais pas. Tu Ça vois, t'intrigue quoi. ouais, je me dis c'est quoi et tout, je comprends pas. Et là, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était à 5 minutes d'où j'habitais. Ok. Tu Donc vois, là, c'était vraiment côté proximité et une nouvelle chose à oui, découvrir. c'était nouvelle. En fait, c'était c'est les bureaux ils sont là. OK, let's go. Ah bah je vais postuler, tu vois, genre c'est en plus je connais pas du tout. Et en fait, j'arrive dans cette société qui s'appelle Ecobureautique. Et en fait, j'apprends que je dois vendre par téléphone. Et là, dans ma tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je vais être ce casse-couille au bigot. Oui. Je vais être le casse-couille au téléphone, je vais faire chier les gens. Je vois ce que c'est. Tu vois, Mmh. je me dis non et tout, ça va être Sentiment un peu d'imposteur, quoi. ouais, je vais être ce relou. Ouais, bien sûr. Je vais être ce relou là et tout, mais je me dis putain, en fait ça doit être drôle de vendre par téléphone en fait. Parce que la relation que j'avais avec le commerce, c'était pas un commerce de vente, c'était plus en fait, je faisais plus de vente indirecte moi avec H&M. C'était quoi du ah oui, de la vente indirecte, merchandising, ça soit du conseil, tu vois. Mmh. Tu poussais pas à l'achat, tu faisais pas de la vente directe, tu poussais pas à l'achat. Oui, bien sûr, parce que le relou du téléphone peut très vite aussi être le relou du magasin. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Où tu dis non, et en fait, elle te dit mais si, ça a ou été, il te dit ouais, voilà. Non, mais oui. Et je rentre dans cette boîte, et je me dis, à 5 minutes de chez moi, c'est tranquille, j'ai mon petit fixe, j'ai un variable, voilà, je fais mon taf. En fait, au bout d'un mois, genre, déjà, je kiffe. Parce que moi qui te connais un peu, t'as transformé ça en jeu, toi, direct. Ah ouais, bah, ça m'a pris un mois pour transformer ça en jeu. Hein. Ouais, tu t'es dit, il y avait plus du tout de je vais faire chez les gens, tu t'es dit, je vais m'amuser à vendre le plus possible, quoi. Je me suis dit quoi, je vais les faire rire, même. Ouais. Je me suis dit pas, je vais les faire chier, je vais les faire rire. Ouais, tu vas transformer ce truc un peu, qui peut paraître chiant, à faire, etc., en une aventure plutôt où je vais créer du contact. Oui, c'est ça. Qui va leur rappeler autre chose qu'un vieil appel téléphonique de... L'avantage, tu vois, qu'il y avait, c'est que c'était du B2B. Donc, oui. j'appelais des entreprises, j'appelais pas un personnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était ma crainte d'appeler, comme je savais pas tout, je me disais, ouais, je vais appeler monsieur, madame, tout le monde. Là, ça va être chiant. Mais là, en fait, comme c'est du B2B, en fait, je découvre même que t'avais donc à la Ecobureautique, la base que je faisais, le tout début, c'était vendre des imprimantes et des cartouches d'impression par téléphone aux entreprises. C'est le premier truc que j'ai fait. Et du coup, en fait, je me sentais rassuré sur un truc, c'est que déjà tu connaissais le modèle de l'imprimante du gars, parce que il y avait eu des enquêtes par le standard et tout machin. Donc t'avais le nom, prénom, l'adresse. Et t'avais l'imprimante. Donc déjà je me dis t'arrives, tu sais quelque chose de lui. Donc à partir du moment, en fait ça c'est rassurant, tu vois, genre j'appelle quelqu'un et je sais quelque chose. Oui, bien sûr. Donc en fait t'arrives pas en mode tu connais pas. Donc pour moi je connaissais déjà en fait. Je connaissais son imprimante, donc lui je connaissais. Donc toi très vite t'as un peu personnifié cette imprimante et t'as pris l'imprimante en mode copine, viens on va l'appeler à deux, et tu lui parles d'un truc qu'il connaît, qu'il a devant ses yeux. Ouais. Que toi tu connais aussi, du coup ça te fait casser la barrière. Et derrière, tu peux raconter une petite anecdote parce que celle-là elle me fait rire à chaque fois. Tellement que t'étais rentré un peu dans ce côté familier finalement dans tes appels. La familiarité, elle allait jusque où? parce que moi je continue, on continue de bosser ensemble. Oui. Et moi je sais que sur les missions qu'on fait ensemble, que ce soit avec les belles boîtes ou ailleurs, souvent
quand on prend des rendez-vous, parce que nous, avec l'agence, on s'occupe de prendre des rendez-vous, tu sais, mais souvent, en rendez-vous, ils parlent de toi, les gens. Oui. Tu sais, ils disent, ah, bah, c'est pas Greg, ou alors, vous passerez le bonjour à Greg, etc. Donc, il y a un moment donné où t'as transformé ça en côté familier et ça allait jusqu'où, du coup, chez Déjà, faut savoir. Quand on est arrivé là, tu vois, quand t'apprends un nouveau métier, tu respectes le script. Moi, je respectais le script de A à Z. C'était scolaire, au début. Et en fait, je me rendais compte, je vendais pas. Ok. J'arrivais pas à vendre. Pas parce que le script était... Non, même pas parce que le script. Mais parce que, en fait, quand t'as un script, le script, c'est comment tu guides ton appel. À mes yeux, c'est ça. Et c'est à toi, après, de le faire vivre. Parce que tu peux pas, tu vois. Évidemment. Et à partir du moment où, si t'es pas convaincu, t'es pas convaincant, tu vois. Et donc, en fait, j'ai personnifié ce truc où, en fait, là, c'est pas vraiment je suis pas devenu familier, dans le mauvais sens du truc, mais c'est-à-dire qu'en fait, je me suis amusé. C'est-à-dire que, bah, j'appelais un mec du Sud, let's go, on prend l'accent du Sud. Ok. Tu vois? Et du coup, j'avais ce petit bouton, sur mon CRM qui me disait, le customer nearby. Franchement, je te jure, j'espère que dans toutes les entreprises qui vendent des choses par téléphone, faut qu'il y ait ce petit truc parce que c'est une dinguerie. Okay. Si t'as un bouton qui te dit tous les clients que t'as chez toi autour, je trouve ça tellement fou. Parce que du coup, t'appelles, comme là, une imprimante, tout le monde en a, donc t'as une boulangerie, un garage, un salon de coiffure. T'as la mairie qui est cliente chez toi. Tu sais que la mairie, elle est cliente chez toi, t'appelles le garagiste, tu lui dis, je travaille avec la mairie, quoi. Alors, et donc là, t'as un truc de rassurance direct. T'es le roi du pétrole avec ça. Ok. Et donc toi, genre, t'appelais à Marseille, tu prenais l'accent normal. Ouais. Et genre, ils captaient le mec ou pas? Bah, il y en a très peu qui ont capté, tu vois. Okay. Il y en a très peu qui ont capté, tu vois. Et ceux qui captaient pas, ça les faisait rire. Ceux qui captaient, pardon, ça les faisait rire et captaient que tu... Ouais. Oui, bah oui. Ouais. Oui, forcément, tu vois, j'en ai eu, mais en fait, j'avais ce truc où je faisais attention. Quand c'était, genre, la gestion de portefeuille pure avec des clients. Oui. Je faisais pas le fou, tu vois. Évidemment. En fait, je faisais, en fait, chaque appel pour moi, c'était une pièce de théâtre. C'est-à-dire que, tu vois, il me fallait 15 secondes pour analyser une fiche client, ou un ancien client, ou un appel machine. Il me fallait 15 secondes. Et tu te faisais et en fait, j'avais le truc, je disais, ok, donc lui, il y a ça, lui, il y a ça, lui, il y a ça, ok, il est là, ok, machin. Et des fois, c'était très simple. J'avais toujours ma page Google ouverte. Ok. Je faisais un CTRL-C, CTRL-V de l'adresse. J'avais mon map d'ouvert, et je voyais sa rue sur Google Earth. Ok. Donc, en fait, ça m'est déjà arrivé de dire à des gars, ah, mais je suis venu en vacances, avec ma femme et tout. Genre, il y a tel boulanger sur le coin. Mais ouais, tu vois le message. Okay. Ouais, en fait, tu te transposais dedans. Ouais, c'était un vrai jeu, quoi. Tu disais, ok, le mec, je le connais pas, je sais pas où il habite. Je sais simplement qu'il a une Epson C46, que la même Epson, mon client, il a 2 km, 3 km de chez lui. Ok, faut que je l'appelle, faut que je me mette en condition. Et donc, pour te mettre en condition, t'allais jusqu'à regarder un Street View pour avoir de quoi sortir et animer l'appel. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et c'était allez, on va dire 10 minutes d'appel, je faisais 8 minutes de relationnel et 2 minutes de vente. Ouais, c'est ça. Et la vente arrive plutôt à la fin ou au début, tu penses? À la fin. Et la vente, la vente, c'est, bon, vous mets quoi, du coup? Je vous en mets 2 tchaks, 3 tchaks, 4 tchaks? Oui, c'était très simple. Ah ouais. Vous allez payer. Ah, bah, mettez-moi 2 tchaks. Okay. Ah, attendez, désolé, je les ai que par 3 tchaks. Je comprends. Moi, j'ai appris à ce moment-là une nouvelle facette du commerce, vraiment pour finir sur ce truc, c'est que, genre, aujourd'hui, je saurais vendre tout par téléphone. Ouais, bien sûr. À partir du moment où ce que je dois proposer me convainc moi, je suis capable de tout faire. Oui, oui. Mais dans quelque chose qui rallie tes valeurs. Bah oui, c'est ça. Parce que, mais toujours dans l'esprit que un appel, pour moi, ça doit pas être chiant. Peu importe ce que tu vends. Bien sûr. Que tu vends des Rolex par téléphone, ou une paire de lacets, l'appel, à partir du moment où t'appelles quelqu'un, déjà tu le déranges à mes yeux. Oui. Si t'as pas attendu, c'est tu le déranges. Et du coup, forcément, tu dois faire en sorte que le seul moyen que t'as à ce moment-là, lui, c'est son oreille, toi, c'est ta bouche. Ouais.
Donc déjà, dès les premières secondes, que tu sois bon, quoi. faut, sans avoir, il y a même pas de ce truc de phrase d'accroche. Non, Le ton. Déjà, Ouais, le ton. ah bah, À mes yeux, c'est le ton. Déjà, le ton. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand on appelle, donc c'est ce qui s'est passé avec toi, c'est que quand les gens, en fait, quand les gens que j'ai eu au téléphone, c'est qu'ils ont capté, genre, T'as mis du cœur dans l'appel, quoi. gros frérot, bien sûr. quand le gars décroche, c'est bonjour, c'est Grégory. Enfin, frère, tu vois ce que je veux dire? Et- Les gens, tu vois, c'est pas en mode, oui, bonjour, nanana. ouais. Tu vois? Ouais, quand les opérateurs téléphoniques, ils aiment Voilà. Bonjour SFR. Bonjour avec Télécom. Oui. Ça, direct, t'as même pas envie. Et- Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, il y a un peu ce système ce truc de un peu hacker aussi la normalité. Parce que bon, après, on peut rentrer dans un débat de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, est-ce que ça existe vraiment ou pas. Mais Oui. entre guillemets, tu vas prendre 80% des gens, qui font ce métier-là, la plupart, ils subissent. On va pas se mentir. Ils subissent. Mais t'en as une petite partie qui comprennent comment ils peuvent jouer avec Oui. et bien jouer. Et toi, du coup, ça t'a amené à évoluer dans cette entreprise, j'imagine, du coup, de réagir. Oui, bah oui, forcément, parce que en fait, du coup, déjà t'évolues en termes de poste, où tu passes de création de nouveaux clients à gestion de portefeuille. Ok. Tu passes de gestion de portefeuille À la gestion d'équipe. ouais, voilà, Ouais. en gros, c'est ça. Ouais, bien sûr. Du coup, ils avaient développé un nouveau service où c'était un service d'automatisation de. En fait, c'était fou, c'est que ce qui faisait mon gagne-pain, du coup, j'ai aidé à développer un service qui aurait pu empêcher mon gagne-pain. C'est-à-dire que avant où je vendais, là, c'était un truc qui allait vendre pour moi. Ok. Tu vois quoi? En mode une application qui détecte les niveaux d'encre et qui t'envoie une préconisation de commande automatiquement quand t'as plus d'encre. Ah, mais du coup, tu pouvais pas allumer un Bah, entre guillemets, tu pouvais tu pas, voulais faire un 2 plus 4 achetés, Voilà. un truc, ça marchait pas. Non. Quoi. Ok. Et du coup, je me suis dit, j'ai kiffé parce qu'en fait, je développais un nouveau truc. Tu vois, j'étais là, moi, je teste. En fait, je vendais un nouveau truc. Parce que du coup, je vendais les contrats maintenant. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient dit, je vais pas vendre des contrats parce que je gagne plus d'argent à vendre des cartouches plutôt que des Ah, mais il y contrats. en a, frérot, ils se sont tous dit ça. Ok. Tout le monde se dit ça. Ok. Sauf toi. Mais du coup, moi, en fait, si, je me suis dit aussi. Mais du coup, je me suis dit quoi, combien il faut que j'en vende pour Faire le même gagner truc. autant ou gagner Ouais. plus? Bah, je vais faire plein de contrats. Ok. Et en fait, du coup, le système de règne a été vu et revu, tu vois. Oui. Après, Oui, comme c'était nouveau, bah oui, c'est ça, ils mettaient en place aussi, tu vois. Ouais. Et forcément, en fait, l'intérêt, c'était surtout d'avoir, en fait, quelque chose, une récurrence, tu vois, pour la boîte, pour l'entreprise. C'était d'avoir un récurrent Ah, mais par ça. tu sais, moi qui ai entrepris un peu maintenant et qui voit ce que ça peut être de faire évoluer une entreprise, genre pour eux, c'est incroyable le système parce que c'est Bah oui. automatique, donc pas besoin de personne derrière. Bah non. Si t'es bon, tu passes tes 2-3 coups de fil à la main à ton client pour le rassurer, lui dire que tout va bien et que t'as ta petite application Oui. qui tombe derrière, t'as ton abonnement, t'as ton machin, t'as ton truc, donc ça rapporte peut-être moins d'argent, mais c'est plus solide et ça coûte moins cher en prod. Oui. Ok, et donc après toi tu sors de là-bas aussi, puisque t'es toujours plus là-bas aujourd'hui. Du coup, en fait, il y a un parcours parallèle qui arrive en même temps que je rentre chez Ecobureautique. Parce que quand tu rentres chez Ecobureautique ici, tu retrouves les copains, les machins. Eux, ils ont évolué aussi, ils ont fait des trucs, des choses se sont lancées dans des expériences, notamment la musique. Pour donner à chaque fois, on se reprend d'ici. Et c'est vrai qu'il y a une bande d'amis un peu centrale qui est autour de la musique et qui, du coup, elle est en parallèle, évolue dans ses projets. Et toi, tu touches un peu. C'est ça. Ok. Donc, il y a un moment donné, ça évolue tellement que ça prend de plus en plus de temps. Ouais. Et là, du coup, je vais même plus appeler ça un risque, mais tu suis ton instinct. Ouais. Et là, tu fais le choix de switcher, en fait, de ton travail de chez Ecobureautique à la musique. C'est ça. Ok. En gros, je suis DJ d'un artiste à l'heure actuelle des choses. Et à ce moment-là, en fait, avec les amis, parce que c'est un ami aussi, on développe sa musique et donc il signe. Tu peux donner son nom, on présentera aussi. C'est Bécard. Il signe en tournée. Et donc les concerts viennent et moi je travaille toujours. Donc ils ont besoin de toi, quoi. Mais en fait, les concerts arrivent et viennent. Il y en a de plus en plus qui rentrent. Du coup, forcément, moi je me pose la question
wow, ok, enfin, il y a du temps quand même, tu vois, là, je suis obligé de, je peux pas faire les deux. Tu peux pas faire semblant que c'est possible de garder les deux. Ouais, Et à un c'est moment impossible. donné, ouais. Je prends la décision de tout stopper du côté éco-bureautique. Je me dis, je vais tenter cette aventure-là, en fait. Parce que je suis entouré de personnes, c'est les poteaux, je suis en train de vivre un nouveau truc, je fais des concerts, je vais dans toute la France, entre guillemets, tu vois, genre, je kiffe, mais je perds. En fait, là, par contre, je sais ce que je perds, tu vois. Donc là, on peut dire que je prends un risque. Oui. Parce que je sais. À tape à l'œil, Bah où oui. tu t'as pas été voir ce qu'il y a derrière. Là, tu sais ce que tu quittes. Ah là, je sais ce que je quitte. Tu sais que tu t'en vas dans une aventure qui va te faire kiffer. Par contre, la continuité de cette aventure, tu la connais pas encore. Ah non, pas du tout. Tu sais pas, est-ce que ça va Genre, durer, pas durer. La sécurité professionnelle que j'avais, je la perds complètement. Et donc là, vous partez, ça fait combien de temps, du coup, que t'as pris cette décision, là, à peu près? Ben là, ça fait depuis 2017. Et est-ce que, du coup, ça revient pas un peu, tu sais, quand on parlait du cocon, de l'entourage, de l'endroit, est-ce que là, c'est pas ça que tu choisis en dehors, évidemment, de la chose incroyable que va t'apporter en termes de souvenirs, la musique, les déplacements et tout, mais il y a aussi un cocon qui s'est créé avec les potes dans lesquels tu te sens bien et où tu te dis, ça a plus de valeur, ça, pour moi, qu'une sécurité. Bah, à ce moment-là, oui. Enfin, à ce moment-là, c'est ça, tu vois, qui m'anime. Même si je me sentais bien dans la boîte où je travaillais et moins bien à la fin. Mais, en fait, genre, en fait, c'était rassurant, plus que, c'est pas ce que j'allais rechercher. C'était, ok, let's go. En fait, là, il y a un dilemme qui se crée. Et là, c'est pas moi qui le choisis. Le dilemme, c'est, t'as plus le temps. Gros, choisis. Tu fais quoi? Non, bien sûr. Donc, le dilemme, il s'impose à moi. Et du coup, moi, je me dis quoi? Je me dis, est-ce que je vis une nouvelle aventure? Personne sait ce qui nous attend, hein, même eux, à ce moment-là. Est-ce que je vis une nouvelle aventure? Et du coup, bah, ce qui va me faire enfin, en tout cas, qui va me guider à ce moment-là, c'est que oui, je suis avec les poteaux, tu vois. Mais du coup, c'est ça qui me rassure. Et je me dis, bah, bonne chance, tu vois. Ouais, si on est tous dans le même bateau à un moment donné, c'est que je suis pas seul à ramer, qu'on y croit tous ensemble, et que du coup, c'est ça qui est rassurant pour toi, parce que, ok, je comprends. Exactement. Et donc, du coup, là, depuis, ça s'est pas arrêté, vous continuez toujours à faire des concerts, etc. Je sais qu'entre deux, on a pu bosser un peu ensemble, donc t'as pris aussi, t'as ouvert une entreprise en mode freelance, quoi, pour pouvoir un peu combler ces moments parfois de production, on va dire, hein, puisque l'artiste doit aussi produire pour se produire, on va dire ça comme ça. Donc toi, en tant que DJ et accompagnant sur scène, ces moments-là sont un peu plus creux pour toi potentiellement. Et donc là, toi, tu décides de plutôt que de reprendre un CDD ou de refaire un peu d'intérim entre deux, machin. Là, tu décides plutôt de l'auto-entrepreneuriat, le freelance, parce que tu te sens plus prêt qu'avant, parce que il y a eu des opportunités qui ont fait que. Mon choix, c'est est-ce que je reprends un CDI, est-ce que je fais de l'intérim ou pas. Mais en fait, c'est toi en fait qui à ce moment-là où tu me parles de travaux immeubles, et en fait, tu me parles de mission téléphone. Et du coup, moi, forcément, je me dis, j'ai envie de renouer avec ça. En fait, quelque part, ça me manquait de faire ça. Tu vois. Et du coup, je me dis, mais attends, je sais quel bois je suis fait à ce niveau-là. Tu vois. De quel bois je peux me chauffer. Et je peux vous dire que la cheminée, elle chauffe. Il est très chaud. Mais tu vois, genre, j'avais envie de renouer avec ça. Et tu m'as donné l'opportunité de renouer avec ça. Et du coup, je me suis dit, mais attends, on parle en fait, je suis capable de faire des choses, je suis capable de donner des conseils, je suis capable d'apporter, en fait, une vision, à une entreprise pour qu'elle se développe. Ben, en fait, je vais devenir freelance. Je vais le mettre à profit et je voilà, c'est ça. Mission, quoi. C'est sûr, même si ça faisait 4 ans que j'avais pas pratiqué ça, mais j'avais 100 mois en fait, et que une vision, la vision du commerce pour une entreprise, je sais que j'ai cette lucidité, tu vois, de réflexion, tu vois, sur un business, et je vais me dire, bah, non mais attends les gars, enfin, tu vois, genre, mais non mais c'est évident,
Ça, tu vois, genre, donc je vais toujours être, je savais que j'avais des choses à apporter, tu vois, une boîte, peu importe la boîte que c'est, je savais que j'ai des choses à apporter. Et du coup, ben, je me lance dans cette aventure, tu vois, du freelance, où on bosse ensemble sur certains sujets, avec Agence Carré, du coup, et Travaux et Meubles. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, tu décides de pas faire le pas de retourner dans ces mécanismes un peu plus, je sais pas comment on peut le dire, c'est pas normé, mais des mécanismes où tu vas devoir t'investir beaucoup plus parce que t'as une structure qui est là. Oui, bien sûr. Il y a un encadrement qui est précis, etc. Oui. Là où, avec le phoning et tout ce qu'on a pu faire ensemble et tout ce qu'on continue de faire d'ailleurs, où tu peux être à l'aise, en fait. Tu fais le truc à ta sauce, comme tu veux. Oui. Tu sais de toute façon ce qu'il y a au bout, c'est qu'il faut des rendez-vous. Oui. Donc, dans tous les cas, quand nous, on est très clair là-dessus, tu vois, c'est en mode, s'il n'y a pas de rendez-vous, on rate notre mission. Oui. Bon, le but, c'est qu'il y ait des rendez-vous. Donc, qu'on fasse 10 ou 100 appels, le but du jeu, c'est d'avoir du rendez-vous. Mais, enfin, c'est surtout aussi, tu vois, genre que, il y avait ce côté, moi, ce côté qui m'intéressait, donc il y avait ce premier truc, je t'ai parlé juste avant, mais il y avait ce truc où c'est flexible. T'as ce truc de liberté. Ouais, évidemment. Et que t'as un objectif, et ben, tu l'atteins, peu importe comment tu fais, mais tu l'atteins. Et même, genre, ça va plus loin dans le sens où, parce qu'on parle de phoning et tout, mais, en fait, ce que j'apprécie aussi, c'est que les personnes avec qui on a travaillé, en fait, notre mission, entre guillemets, elle s'arrêtait pas, en tout cas, pour moi, ma mission, elle s'arrêtait pas qu'à prendre un téléphone et tu vois, et appeler. Il y avait cet échange de comment, enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois où tu veux en venir. Comment les démarches? C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un comme Aurélien, les belles boîtes, etc., continue de travailler avec nous, parce que c'est pas juste, j'ai eu 10 rendez-vous, ou j'ai eu 0 rendez-vous, j'ai fait autant d'appels. C'est un accompagnement complet, c'est une réflexion complète autour de, ok, bah, là, on est arrivé par tel biais, quel biais on pourrait imaginer, et est-ce que ce persona-là, il fonctionne? Est-ce que, tu sais, des fois, on se dit, bon, ben, quand on parle là-dessus, tiens, ça touche plus les femmes. Ah là, les hommes, ils sont plus réactifs à ça. Et c'est ça qu'ils aiment chez nous. Et de toute façon, nous, on pourrait pas se permettre de faire autrement parce que c'est ça qui nous anime. Je pense que dans le fond, et ça, dans ton parcours, on le voit, quand t'arrives de passer à du 12, 20, 22, 24, quand t'arrives à passer du je vends de la cartouche à je vends de l'abonnement et c'est moi qui ai un peu amené le truc, quand t'arrives à passer de je passe les soirées des potes avec DJ et puis ils se rendent compte qu'ils peuvent compter sur moi pour assurer une scène devant 100 000 personnes, c'est qu'il y a un moment donné tu t'engages dans le process, dans la réflexion, que tu montres que t'es investi et du coup ça paye. On a bien fait le tour quand même de ton parcours et qui est assez inspirant d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais aussi que tu participes à ce premier épisode, c'est le lancement. Et donc pour imager un petit peu tout ça, je t'ai demandé de ramener quelques objets qui ont une signification pour toi, peut-être par rapport simplement à ton parcours, tes valeurs, autres. Donc je te laisse un peu montrer ou en parler pour ceux qui verront pas. Mais... Franchement, moi j'ai qu'un objet à te montrer. Super. Parce que c'est mon quotidien depuis on va dire 3-4 ans, tu vois, et ça s'accélère d'autant plus. Et c'est là où un bel avenir, tu vois, il est en train de se profiler, tu vois, mais c'est juste là. C'est marrant parce que je vais le montrer quand même, parce que c'est drôle, mais en gros, ça, quand les gens partent en voyage, ils ont des valises. Du coup, moi, quand je pars en voyage, j'ai ça. Une partie. On peut l'amener un peu plus proche pour la vidéo. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une espèce c'est une housse. De housse, grosse valise un peu rectangulaire. C'est ça, c'est une housse transportable. Pour les connaisseurs, c'est pour la musique, j'imagine. Ouais, c'est complètement pour la musique. Ok. Je vais montrer ce qu'il y a dedans, mais en gros, dedans, il y a du matériel que j'utilise sur la scène. Ok. C'est juste là. Ah, c'est soin à l'intérieur. Ah ouais. On dirait t'as envie de te mettre dedans pour faire dodo. Incroyable. On dirait matière Ouais, polaire. Il y a un clavier comme ça. Ok. Un clavier 49 touches. Ok. Ici, j'ai du câblage.
hop, tu vois, j'ai un pad que j'utilise sur la scène. Ok, ça, Après, j'ai du câblage. ça, c'est tes essentiels pour ton taf, quoi. C'est les essentiels que j'utilise sur scène pour produire la musique, tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre selon toi? J'ai une petite idée, mais je vais te laisser t'exprimer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière toi selon, c'est quoi la signification, si on peut dire, de ce truc-là? Parce que je comprends que c'est des objets qui te soient chers, parce que ça te facilite la vie au travail, tu peux transporter tes choses, etc. Mais il y a plus que ça derrière, j'imagine, non? Bah, c'est que, enfin ouais, plus que ça, oui, je montrais ça parce que la signification première, c'est ce qui fait une de mes plus grandes fiertés ces temps-ci, c'est de tout ce que je vis autour de la musique, des concerts qui en plus de ça me permettent de voyager à travers les concerts. T'es là, t'es avec ton ami l'artiste qui est ton ami sur scène. Bien sûr. Tu joues devant des 2000, 3000 personnes. Tout le monde est plein d'amour. Moi, je suis venu te voir souvent et moi, ce que je trouve beau dans ce métier-là, c'est l'échange émotionnel qu'il y a entre un artiste et son public, entre un artiste et son DJ, entre un artiste et son manager, etc. C'est ce que je peux voir. Moi, je suis pas dans votre groupe. Je te connais bien, je connais bien Raph et tout, on en parle. Mais ce que j'arrive à percevoir, c'est ça, c'est l'échange émotionnel qu'il y a autour de cette création artistique, qui est la musique pour vous. Qui va être autre chose, hein. C'est la peinture, la danse, tu captes. Mais c'est ça qui est beau et qui est en effet pas donné à tout le monde, parce que la plupart des gens dans leur quotidien, il y a pas d'échange émotionnel dans ce qu'ils font. C'est un échange. Quand le pro est rattaché au côté un peu business, au côté il faut de la rentabilité, il y a pas tout le temps ce côté émotionnel, tu vois. Vous, c'est une réalité que vous avez aussi, hein, dans votre métier. Il faut à un moment donné que ça fasse vivre les gens. On en parlait tout à l'heure. Quand t'as pas de concert, tu gagnes pas d'argent. Bon, bah, tu dois te démerder autrement, faire des missions, etc. Et c'est logique. Mais quand même, dans la production pure du travail que vous faites, c'est de l'échange émotionnel. Et franchement, c'est trop bien. Moi, je suis trop heureux pour toi parce que là, je sais que tu t'en vas au Canada bientôt. Tu sais ce qu'a donné le Canada dans mon parcours. On en a beaucoup parlé. Moi, je suis hyper heureux de me dire que Greg va pouvoir voir un petit peu où je suis passé, et en plus de ça dans une autre ambiance pour d'autres choses, et ça nous rapproche d'une certaine manière, parce que je sais qu'on va pouvoir en parler. Tu vas pouvoir me dire j'ai vu ça là-bas, mais j'ai vécu plus de 2 ans là-bas, donc tu connais, on va avoir des choses à se raconter. Et je trouve que c'est marrant aussi d'avoir des parcours qui soient entre guillemets parfois opposés, mais pas si opposés que ça, mais qui sont rattachés à des choix. Et je pense que quand tu fais des vrais choix, et je pense que d'extérieur, tu vois, le tournant pour toi dans tout ça, c'est le choix de l'ouvrage, quoi. Mais ouais, et du coup, pour en revenir moi à ma petite signification à moi de tes objets-là, moi j'ai l'impression que ça représente du coup aussi tout ce qui est ta musique, etc. Mais aussi ton petit monde à toi à l'intérieur de la musique, parce que c'est des objets qui sont hyper importants pour toi, que tu protèges très bien d'ailleurs, hein. Je pense que c'est mieux protégé que... Ah oui, mais tu vois, et ça représente aussi ton petit monde à l'intérieur de ce petit ou grand monde que peut être l'artistique, la musique, etc. Et ça représente un peu ce cocon qu'on a depuis le début. Je pense que tu l'as à travers eux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois un petit peu. C'est marrant, c'était quelque chose en plus que je balade vraiment, enfin, en tout cas, toutes les fois où je dois me déplacer, j'ai ça. Pour la dernière partie qui sera une partie sans langue de bois, parce que j'ai vraiment envie d'apporter aussi de la transparence de ouf. Ouais. La première question pour essayer d'y aller crescendo, est-ce que le commerce ça s'apprend vraiment selon toi? Le commerce ça s'apprend, c'est sûr, mais par contre être un bon vendeur, être le meilleur vendeur, ça s'apprend pas. C'est inné. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe. Le commerce, moi, je peux apprendre je peux transmettre, je peux apprendre des gens à vendre, mais s'il y a pas la grinta en eux. Donc si je reformule la question en changeant le commerce par la vente, si je te dis est-ce que vendre, ça s'apprend ou pas? Non. Tu dirais plutôt non que oui. Je dirais non. Ok.
c'est soit tu l'as en toi, soit moi je suis persuadé de la même chose parce que je pense que c'est un côté très humain, très Oui. le terme s'apprendre, je pense que ça peut s'acquérir petit à petit, mais que c'est un mindset en fait, Oui. que c'est pas un skills. Oui. Tu comprends? Je pense que c'est un mindset avant tout. Moi, quand tu me poses cette question, je pense à des gens autour de moi qui sont pas du tout dans la vente et que je pense que je pourrais leur apprendre le commerce, mais je te jure que ça serait je suis désolé, hein, mais ils seraient nuls à chier en tant que vendeur. Je te le dis. Ouais, non, mais parce que c'est un truc, il y a un côté humain, il y a un côté instinct. Donc Ça s'apprend pas pour toi. Non. Ok, cool. La deuxième question, c'est depuis quand tu sais que tu vas réussir dans quelque chose? À partir de H&M, enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où j'ai réussi à évoluer, enfin, tu vois, où je suis passé responsable, je savais que j'étais capable d'arriver à ce que j'avais envie de faire, à mon objectif, tu vois. Donc peu importe ce que c'était. Je sais que à partir du moment où je me dis j'ai tel objectif, je sais que je suis capable d'y arriver. Ouais, d'accord. Donc ouais, c'est vrai qu'on en revient à la première grande décision qui est post ça, finalement, qui est le refus de ce poste là-bas. Oui. Là où dans la période avant, tu te laisses plutôt guider, tu le disais toi-même au début du podcast, tu te laisses plutôt guider par les opportunités, les personnes que tu rencontres, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là où tu as achieve un truc en quelques années, où tu t'es dit ok, j'ai pas fait mon bac jusqu'au bout, machin, mais j'ai quand même réussi par des petits choix, et notamment ce choix de partir aussi à 800 km de chez toi, d'arriver du coup à être manager, responsable, etc. Là, tu prends une confiance en toi où tu te dis, peu importe ce que je ferai, si j'y mets les moyens, si j'y mets l'énergie pour, je vais réussir. Ouais. Si j'ai un objectif, si là, je me fixe un objectif, je sais pas, je me dis, je monte une boîte, tu vois, je sais pas moi, allez, on va monter une boîte là en 30 secondes, qu'est-ce qui pourrait être drôle? Je sais pas moi, je crée une application pour les pannes électriques, tu vois, c'est marrant, on va parler de ça. Genre j'ai une application, je développe une application qui va informer les pannes électriques en temps réel dans toute la France. Pas besoin de pas appeler par tel ou tel organisme, tel ou tel service énergétique. Tu sais direct si t'as un problème. Voilà. Mon objectif c'est ça, c'est de créer ça. Alors, je sais que je vais y arriver, tu vois. Okay. Mais en tout cas, t'as confiance en toi pour mettre tous les moyens dedans. Bah, en fait, si j'anime, enfin, si moi je crée quelque chose et j'anime, je sais que je vais tout faire pour y arriver. Oui, voilà. Mais par contre, j'ai pas ce côté, pas prétentieux, mais tu vois, non. Je suis pas sûr de moi au point de me dire je peux tout créer, je vais tout réussir. Bien sûr. Mais ce qui va animer le chemin c'est l'énergie, le chemin qui va. Tu sais que tu peux la mettre. Je vais tout faire pour réussir. Donc c'est là où je te dis, je suis convaincu que ça peut marcher, que je peux y arriver. Okay. C'est dans ce sens-là, dans l'implication que je vais mettre. Mais je vais pas me dire que je suis capable de tout faire. Non, l'idée c'est pas il y a pas de prétention derrière ça, mais il y a quand même un mindset, un état d'esprit qui fait à un moment donné que tu switches du j'y crois ou j'y crois pas. Bah, en fait, t'es obligé, à partir du moment où t'as envie de vivre des choses, t'es obligé de se mettre sur. Je comprends. Tu vois. Je comprends. Mais c'est pas tout le monde, tu vois. Oui, c'est ce que j'aimerais apporter aux gens. C'est de se dire, si tu veux vivre ces choses-là, moi, à mon petit niveau, autour de moi, j'essaye de le faire. Si tu te dis que tu te donnes les moyens, en fait, le chemin que tu vas parcourir en allant jusqu'à ton objectif, il sera forcément genre mémorable. Tu vas créer des souvenirs en faisant ça. Tu te défocuses du résultat. Tu te focuses sur le chemin, et quand t'es à fond dedans, voilà, c'est ça, tu vas à fond, en fait, peu importe, en fait, le point A et le point B, genre, ton objectif, il est intéressant à partir du moment où c'est quand tu le dis, c'est quoi ton objectif. Mais par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est le trajet que tu fais, tu vois. Bon, on va clôturer là-dessus. Je pense que c'est bien. Franchement, je pense que pour un premier épisode, on a des belles choses. Je te remercie beaucoup, mon frérot. C'était grave cool de partager ça avec toi.
La Merci. première fois, on l'a fait. Bon, l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Attends, Mais, on va vérifier si la caméra Ouais. est toujours. donc, on va vérifier tout ça. On espère en tout cas que vous allez pouvoir prendre plaisir à regarder ça. Mais c'est vrai que la première fois qu'on avait fait l'exercice, on s'était déjà dit que c'était cool parce que c'est des discussions même entre amis. Grégory et moi, on est assez proches. Mais avec le rythme de vie qu'on a, etc., on n'a pas tout le temps de les avoir. Et j'ai hâte avec ce podcast-là, tu vois, de pouvoir prendre du temps aussi avec les gens que j'aime et qui ont des choses à dire. Donc, merci d'avoir pris le temps et ce sera pour nous aussi un bon souvenir. Yes. Bonne chance, mon ref, kiffe bien le Canada. Merci. Ramène-moi plein de souvenirs de là-bas. Tout ça Et de la puis, poutine. continue à aller au bout de tes rêves, en tout cas. Merci, frérot.